Les gens ont dû se faire une joie de vous raconter. Qui c'est celui-là? Tiens, Sully. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de conneries. Fous-le-moi! Qu'est-ce qui vous a valu d'être expédié dans cette antichambre de l'enfer? C'est un très joli soir. Un joli soir, Tété. Une vraie usine à cauchemar, celui-là. Que fais-tu dans mon rêve? Suivez les flèches bleues, monsieur Cacampois. C'est moi l'original. Si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor. Qui a volé le rêve de l'enfant? C'est vous qui m'avez téléphoné? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'anniversaire d'Irvine. C'est un fantôme. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Secteur 3/4. Yes, bébé. Un conte de fées. Il n'a aucune blessure. Il respire normalement. Je sens déjà mes larmes perler. What's inside me? Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Tu parles d'un album de famille. Le truc est ici, mort. Chez nous. Le truc est chez nous. Ah, tiens, justement, c'est comme dans la danse. On y va, hein? Si, venez, fermez la porte. Non, je ne répondrai pas à aucune question. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Et d'avoir trouvé un bel écrin ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça comment? Super bien fait, super mignon, très bien présenté. Il y a juste le petit regret qu'il manque quelques petites choses qui étaient à la Saint-Pierre, mais très peu de choses. Ça concernait surtout les courts-métrages, les films qu'on n'a pas pu faire, donc finalement. Mais non, c'est magnifique, c'est vraiment. On est arrivé, il y a eu 2-3 petits bricoles à retoucher, mais très peu. Et c'est génial de savoir qu'il va y avoir environ 120 000 personnes qui vont passer dans l'expo. Qui ne sont pas forcément des gens qui connaissent, parce qu'ils vont venir voir le musée et qui vont peut-être découvrir. Je dirais, je vais utiliser un terme exprès terrible, produit d'appel, c'est un peu Amélie. Et on le voit bien, ils vont voir ce qu'ils connaissent, et puis après ils font le tour du reste, et ça va peut-être leur donner envie de voir les autres films. Donc ça, c'est sympa. En quoi est-ce que vous pouvez dire que ça correspond, que ça colle vraiment à l'univers de vos films? Ça ne peut pas coller plus, que c'est les films. C'est les objets des films. Mais un truc qui est vachement intéressant pour moi dans cette expo, c'est ça qui m'a donné l'envie au départ de la faire, c'est qu'il n'y a rien à lire, il n'y a pas d'explication. Dans toutes les expos de la Cinémathèque française, que j'adore, hein, je ne suis pas négatif, mais il y a beaucoup de choses à lire. Autant acheter le catalogue, parce qu'il y a des contrats, des lettres, des choses à lire. Là, c'est que du visuel. Et Thierry Frémaux disait qu'il y a très peu de cinéastes qui peuvent se targuer d'avoir un univers assez visuel pour pouvoir faire une expo qu'avec des objets, enfin objets au sens large du terme. Et il y a les seuls trucs, c'est les petits cartels qui disent qui a fait quoi, c'est tout. Et si vous voulez identifier les objets, vous avez les écrans ou les photos, et puis vous voyez la petite photo, vous renvoyez l'objet dans le film. Donc ça, c'est à mon avis unique pour une expo de cinéma. C'est la première fois, excusez-moi, c'est la première fois que vous faites une expo comme ça? Non, il y a déjà là à Saint-Pierre l'expo qui s'est faite à Montmartre. À Montmartre, au cœur de Montmartre, à 5 minutes de mon bureau, là où était tournée Amélie, à 20 mètres d'un tournage d'Amélie, donc c'était évident que ça devait commencer là. C'était bien plus grand. Ici, on a mis une atmosphère comme si on rentrait dans l'appartement de Marc ou de Jean-Pierre, un peu la vie des réalisateurs. C'est plus intime. La chambre est derrière le rideau. Un peu plus cabinet de plusieurs curiosités. Curiosité, voilà. Et cette espèce de méli-mélo, c'est un peu voulu parce que finalement, leur vie, hein, c'est aussi un méli-mélo. Vous aimez ce côté... Je t'en prie. Si, vous aimez le mouvement, ce côté un peu folding de... Mais il y a aussi une chose, là, je vais flatter un peu Dan, mais au départ, il y a plein d'objets qui étaient abîmés.
Et Dan s'est proposé de restaurer le Grand Alien, qui est une des pièces maîtresses quand même, c'est une des plus belles, plus étonnantes pièces. Il a passé des mois et des mois ici dans son atelier à refaire complètement l'Alien, parce que c'est des objets qui sont fabriqués pour le temps d'un tournage. Voilà. Et au bout d'un moment, il se désagrège, il se détériore, et il l'a complètement refait. Alors c'est ça qui m'a aussi motivé pour faire l'expo. Et tous ces objets, ils étaient où avant d'être... Ah, bonne question. Alors il y en avait pas mal dans mon bureau, parce que je le conserve le plus possible. Et puis après, en 2 ans et demi, j'ai cherché. Et encore à quelques semaines du début de la première exposition, il y avait encore des objets qui ressurgissaient. Et puis on en trouve même à vendre dans des catalogues. Il y a un truc qui s'appelle Pop Store. Et je voudrais pas dire, mais c'est réalisé par moi, pas par mon frère. De quoi? Réalisé par Eric Caro. C'est pas vrai. Par qui? C'est Marc Caro, je m'appelle. Non. Pas Eric Caro. Donc, alors qui est pas réalisé par Eric Caro. Mais non. Personne n'a jamais vu en 10 mois. Qui c'est qui a fait ce montage? C'est Julien. Pampan Cucu. Oh putain, il va avoir la honte. C'est joli, Eric. Bon, à partir de... c'est super, c'est mon frère. On va vérifier. Alors, Eric, tu disais quoi? J'étais très content d'être venu ici. Non, moi je suis très content que ce soit dans cet endroit parce que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je viens au musée de la miniature et du cinéma et que être dans cet environnement avec les pièces que j'ai été visiter hier là, avec toutes les miniatures, tous les autres, on est quand même au milieu de plein de films qu'on a aimés, 2001, Alien, enfin tu vois tout le cinéma qui a aussi généré notre amour du cinéma. Moi ça me flatte. Et puis je trouve qu'il y a une vraie cohérence entre ce musée et puis le travail qu'on peut faire, ce genre de travail d'artisan, d'amour du travail bien fait, de le faire avec nos mains. Moi c'est comme ça que j'envisage le cinéma. Alors moi je me suis amusé à faire une miniature exprès pour l'exposition. Ouais, c'est quelques objets, c'est juste un petit truc. Exclusivité lyonnaise. Mais c'est juste pour faire la liaison entre le musée de la miniature et... Jean-Pierre Asseseur est un hobby, c'est la miniature. Vous avez une de ces miniatures où c'est l'exposition en miniature. Alors, toute modestie. Alors cette exposition c'est une miniature de l'exposition de Paris et là vous avez une miniature de l'exposition lyonnaise. Jean-Pierre Jeunet, je crois savoir que vous connaissez Dan de longue date. Je voulais savoir comment, enfin en tout cas depuis plusieurs années, je sais que Dan, ça lui tenait à cœur de faire cette exposition. Combien de temps ça a pris pour mettre en place tout ceci? C'est dans la mesure où elle a été, pour la première exposition, c'était 2 ans et demi de travail pour réunir tout. À partir du moment où tout était réuni, c'était plus facile pour lui de choisir ce qui allait tenir ici. Après, c'est Laurie avec Dan voilà. qui a fait toute la mise en situation. Vous l'avez sur le dossier de presse, c'est Laurie Courbier qui a fait tout ça. Elle est depuis 15 ans en stage non payé, mais là je crois que je vais l'embaucher. Vous avez dit que vous conservez la plupart des choses des tournages, justement dans le but de faire des expositions? Oh non, au départ, non, c'était dans mon bureau, et tous les gens qui venaient disaient mais c'est beau, tout ça, et je faisais le tour, quoi. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est bête que... Il faudrait que davantage de personnes en profitent. L'idée venait comme ça. Et il a fallu en retrouver d'autres. Il y avait des choses qui avaient complètement disparu, puis il y a des choses qui étaient entreposées. Les costumes qui sont derrière vous, c'est la Cinémathèque de Toulouse, il y a des dessins à la Cinémathèque française, il y a des choses chez Dan qui m'a prêté aussi, qui ont été à Paris et qui reviennent ici chez lui, mais non, voilà. Donc il fallait convaincre les gens, les dessins de Michael Sowa pour Amélie, il a fallu convaincre de les prêter, etc. etc. Il n'y a jamais eu l'ambition depuis 10 ans du jour pour se dire je ferai une expo avec ce que j'ai. C'est venu il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. C'est intéressant de mettre les objets en œuvre d'art aussi. Ils ont servi pour les films, d'accord, mais on peut les ramener aussi comme des œuvres d'art. Et ça, c'est pas notre but. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je sais bien. Que ce soit des œuvres d'art, c'est des œuvres au départ utilitaires. Je sais bien. Mais en même temps, il y a une authenticité parce qu'il y a une telle beauté de faire ça pour le type de cinéma. Mais il y a une telle beauté dans ces objets ou ces décors. Oui. Et d'ailleurs, cette beauté provient du travail même des réalisateurs. Vous êtes intéressé par la beauté des décors, par la beauté d'objets amenés, par la beauté des effets. Et nous, on est un peu là pour le musée, on est un peu là pour parler de tout ce qui est évocateur. Il n'y a pas seulement le synopsis, il n'y a pas seulement le scénario, il y a aussi cette quantité de belles choses et de décors et d'objets sublimes
Nous, on a vraiment le plaisir de l'objet. Je crois que Jean-Pierre est très amoureux des objets aussi. Il en met des milliers dans ses... Il y a aussi une dimension qui est typique à ce qu'on peut faire, c'est que les films qu'on fait sont souvent comme des contes de fées. Et dans les contes de fées, il y a les bottes de 7 pieds, les chaussons de verre, des choses comme ça. C'est des objets qui ont un aspect magique et qui ont un aspect très important dans l'histoire, dans la narration. Et nous, c'est un peu des objets comme ça qu'on fait, parce que nos films en ont besoin pour ce qu'ils racontent. Ce sont des personnages en fait. C'est pas des éléments de décor. J'allais dire, ça devient des personnages. Un bout d'une table ou un bout de tapisserie. Chaque objet a un rôle dans le film. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, un journaliste un jour m'avait dit, c'est la sortie d'Amélie, Jean-Pierre Jeunet, vous vous intéressez qu'aux objets et aux décors. Pourquoi? Ça m'avait un peu vexé. Mais c'était trop tôt pour que je puisse lui répondre. Bah, écoutez, j'ai fait 33 millions de spectateurs avec des objets, c'est pas trop mal. Et la première fois que vous avez découvert l'exposition à Paris, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu du coup tous ces objets les uns à côté des autres? Alors moi, ce qui m'a le plus... c'était super, mais celle-ci est super aussi. Mais ce que j'ai adoré, moi, à Paris, c'est de voir les gens regarder les objets comme ça. Puis à un moment, il y a une genre de petite banane qui se crée, il y a un genre de côté... On revient un peu à un petit sentiment d'émerveillement qu'on peut avoir quand on est enfant, quoi. Et ça, c'est super. Et en plus, on voit presque dans le regard, des fois, qui se rappelle le passage du film. Ça, et puis, comme elle était circulaire, on se mettait au milieu, on faisait un 360 degrés qui prenait 2 secondes, et c'était quand même, je sais pas, 30 ans de carrière en 2 secondes. C'était marrant. Mais ici, on fait le tour. On fait le tour avec un petit détour. C'est exactement ça. On fait le tour avec un petit détour à Hollywood. Puis on repart et on fait le tour. Est-ce que c'est fait exprès que toutes les photos soient en noir et blanc? Ils ne sont pas tout en noir et blanc, non, j'en vois en couleur. Mais le noir et blanc pour les photos de tournage, c'est toujours très payant. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours plus payant que la couleur. Il y en a en couleur. Oui, j'imagine. Mais c'est beau en noir. Je ne sais pas pourquoi, c'est la magie du noir et blanc. Hier, on voyait le film Roma en noir et blanc, je pense qu'il était en couleur, ça serait moins beau. Le noir et blanc apporte un cachet louis. Maintenant, on en a peur du noir et blanc, parce qu'évidemment, c'est trop arty, mais c'est sublime. Est-ce qu'il y a des objets dans l'exposition qui vous tiennent particulièrement à cœur? Moi, je dis à chaque fois, il y en a un qui me manque énormément, mais on ne sait pas où il est passé, c'est le détecteur de conneries. C'est ainsi, ça sert énormément, ça va être très utile. Et là, on l'a perdu. C'est toujours en fonction. Ça m'énerve qu'un jour quelqu'un va me dire « Oh, mais je l'avais » ou « j'avais ça ». Dites quelque chose pour voir. Et moi, il me manque la toute première marionnette que Marc avait sculptée pour mon premier court-métrage d'évasion. Celui-là, je l'avais prêté à quelqu'un, je n'arrive pas à me souvenir qui. Et il est bien content celui-là que je ne me souvienne pas qui c'est. On les voit apparaître chez des vendeurs, des commerçants de pièces, d'objets de cinéma, de props. On les voit apparaître. Des fois, j'envoie un petit mot à Jean-Pierre, je dis tiens, regarde, ça réapparaît. J'ai essayé de racheter 1500 la ceinture de dynamite de Pinon dans la cité, il est parti à 1600. Je ne l'ai pas vu. Comment vous verriez le détecteur de conneries? Pardon? Comment vous imagineriez les détecteurs de conneries? Mais il a été fait, il existait l'objet. C'est un genre de petit objet avec des touches. Ouais. Grosse connerie, petite connerie, et un truc qui tournait dès que vous disiez une connerie. C'était Tiki Olgado. Elle est belle la vie. Oui, c'est même plus là. C'est Tiki Olgado qui a interviewé Dreyfus. C'est pas facile. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez rien à dire en fait, hein, que ça suffisait de regarder. Je me permets quand même de vous poser une question, c'est comment vous définiriez, question idiote bien sûr. Non, on n'a pas dit qu'on n'avait rien à dire. Là où on a dit qu'on n'aimait pas les commentaires. C'est pas pareil. C'est pour ça que Quand vous êtes obligé d'expliquer ce que vous faites par plein de textes, je trouve que c'est comme une histoire drôle. Si vous racontez une histoire drôle et vous êtes obligé d'expliquer pourquoi elle est drôle, vous avez raté votre chose. Justement, c'est la question que je voulais vous poser, je vais faire un commentaire sur votre propre exposition. Comment vous définiriez en quelques mots votre univers, si c'est possible de le définir et s'il a une cohérence très forte qui permettrait, on le sent quand même, de dire. Moi, je le définirais par ce qu'il est. Ça essaie de jouer avec l'imaginaire et l'inconscient. C'est fait de 50% de son et de 50% d'image. Et de 50-50 plus. Il manque encore, un voilà. Il manque un mot. Plus une histoire. 110%. Voilà.
Oui, oui, mais c'est l'esprit de l'enfance aussi. On est resté des grands gamins et on le revendique. Tout le monde a été enfant, mais bien peu sont capables de garder l'esprit de l'enfance. Et puis un peu d'humour, je pense qu'on ne peut pas s'en empêcher. Même dans Alien, j'en ai collé, c'était pas. Aujourd'hui, c'est plus très bien perçu. Et puis évidemment l'aspect visuel, parce qu'on vient de la bande dessinée, de l'animation. Au début, on faisait tout nous-mêmes. Hein. Quand on faisait des courts-métrages, ils sculptaient des marionnettes, on faisait tout nous-mêmes. Donc il y a toujours un désir de faire aussi. Et c'est assez rigolo parce qu'on y revient. Toi en faisant ton court-métrage, des escargots s'en vont. Et puis tu viens de me produire un petit court-métrage qui s'appelle Loop. Bien un court-métrage d'animation. Bien faire des petites choses par nous-mêmes. Bienvenue, je vais retourner au PTT. Besoin. Oui, vous avez vu Jean-Pierre, réalisateur un peu bourru, mais il fait quand même ces petits objets là-bas, tout avec des produits de la nature. Vous avez vu, ça c'est un de ses hobbies. Il ramasse dans la nature pour faire des petites bébêtes, c'est assez amusant, moi je trouve. Il y a beaucoup de personnes. Un peu bourru. Ah ben, avec des doigts bourrus. T'es un peu. Mais qui a le rapport avec les bestioles? Ben non, le grand personnage, les gros doigts, très grands, qui n'a pas l'air du tout de se pencher sur une table pour faire des petits insectes. Oui, les gros doigts boudinés plutôt. Voilà. Comment il a bien dit bourru? Jean-Pierre, personne en te voyant penserait que tu fais des adorables petites bébêtes. Il faudra que tu m'en donnes une. T'as vu comment il essaie de se rattraper? Mais non. Non, il y a un truc important dans notre cinéma aussi, c'est le plaisir de faire. Ça, je pense, et ça, c'en est la preuve, parce qu'aujourd'hui, faire un court-métrage, c'est du pognon foutu en l'air. Hein. Ça sert absolument rien, ça n'a pas de sens. Quoi. Ils vendent le Canal Plus pour 2000 €, quoi, voilà. Mais c'est juste le plaisir de faire les bestioles, de les animer, de fabriquer. De fabriquer, de jouer. C'est ce côté artisan dont on parle. Le travail bien fait, quand on essaie de le faire le mieux possible. Et au fur et à mesure qu'on fait des films comme ça, on essaye de tendre vers le chef-d'œuvre, hein, c'est ça? Orson Welles, il comparait ça à un train électrique. Et Marc, à un moment, il disait que c'était une boîte de mécano. Et dans la boîte, il y avait les costumes, les décors, la musique, le montage, les costumes, enfin tout, pour essayer de faire le plus beau film possible. Il y a des metteurs en scène comme Maïwen qui dit je ne m'intéresse qu'aux acteurs. J'insiste parce que c'est qui le dit. Moi je trouve que c'est dommage parce que les metteurs en scène de notre panthéon, ils utilisaient tout, quoi. Fellini ou Sergio Leone, etc. Et comment est-ce que vous définiriez votre duo? Pourquoi est-ce que ça marche? Que ça marchait déjà parce que ça fait pas longtemps qu'on n'a pas pu trouver ensemble. Depuis tout ce temps. Disons qu'en gros, pour simplifier, lui c'était un peu plus la direction artistique et moi un peu plus la mise en scène. Pour simplifier, hein, parce que ça n'a jamais été aussi. Vous n'auriez jamais envie de refaire un jour un truc, quelque chose, de pondre tous les deux ensemble? Je crois pas, parce que moi ça me manquerait trop de faire la direction artistique aujourd'hui. Lui, sûrement travailler avec les acteurs. Enfin, on a découvert un peu ça. Quoi. On n'est pas frères, hein, attention. Les frères, ils ont plus de facilité à faire chacun un plan, par exemple. Comme les frères Cohen. Ouais. Mais du coup, comment vous définiriez votre duo? Alors, on disait que c'était un petit peu comme ce qui se passait dans la Cité des Enfants Perdus avec les deux sœurs siamoises là, qui font un moment de la cuisine ensemble. À quatre mains. À quatre mains, comme ça. Bon, c'est un peu... voilà, mais c'était pas loin non plus. Alors, il y avait un genre de pot commun où chacun mettait, mais c'est vrai qu'on mettait de côté aussi des choses qui étaient plus personnelles. Voilà. Donc, à un moment, on a eu envie de les explorer. Quoi. Et donc, c'est pour ça que les chemins se sont séparés. Il faudrait vraiment qu'on nous propose... la Cité des Enfants Perdus 2, tous les moyens. Et rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Amélie Poulain 2. Moi, je n'ai pas travaillé, moi, ça m'intéresse pas. D'accord. Et l'aventure américaine, Jean-Pierre, ça a été quelque chose d'incroyable, cette aventure américaine pour faire Alien. Oui, parce que je ne me rendais pas compte à l'époque, moi j'arrêtais pas de me plaindre qu'ils me mettaient la pression, mais en fait je me rends compte aujourd'hui que j'avais une liberté quasi totale, qui n'existerait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les exécutifs qui prennent les décisions. À l'époque, je faisais ce que je voulais, je leur montrais rien, enfin, je faisais comme un petit film à moi. Bon, il y a à 90% de la liberté. Et aux États-Unis, tu as rencontré cette espèce de mainmise sur le film, non?
pas ce que tu veux dire justement. Non, il y avait. Ils n'étaient pas trop. Ils sélectionnaient pas trop dans ce que tu voulais faire, non? Le casting, il y avait des fois des suggestions, mais si je disais non, ils me respectaient. D'accord. Et au montage, il y avait des petites demandes de modification, mais ça se passait. Quand moi je disais non, ils respectaient aussi. Et à l'arrivée, le montage, c'est mon montage. Je pense que la licence un peu Alien, elle respectait plus les acteurs que d'autres. Les metteurs en scène. Les metteurs en scène. S'ils prenaient des metteurs en scène relativement débutants, mais qui avaient fait des choses, voilà, et c'était pas pour rien. C'était impressionnant de succéder à Ridley Scott, Cameron et Fincher, mais de toute façon j'étais persuadé que j'allais être viré au bout de 2 semaines. Et surtout que je parlais pas anglais, j'ai compris le film quand j'ai reçu le DVD avec les sous-titres. J'aime bien cette vanne, je sais. Et pour Alien, par exemple, pour Dominique Pinon, vous n'avez pas eu de problème pour le mettre dans le film? Non, parce que c'est Sigourney Weaver qui lui a demandé de venir. J'ai le souvenir de elle, à genoux devant le téléphone, en train de le supplier pour venir, et lui il croyait que c'était une blague, il disait oh, c'est pareil, je vais te virer au bout de 2 semaines. Donc non, c'est vrai. Non, mais il me laissait prendre toute mon équipe. J'avais mon chef opérateur français, Pitoff aux effets spéciaux, toute l'équipe était script, assistant, mon monteur et tout. Ils m'ont laissé, vraiment, ils me laissaient une liberté incroyable. Ils voulaient que je sois confortable. Et dès que je proposais une idée, elle était achetée. Après, il y avait la limite, c'était l'argent. En fait. J'avais eu plus de contraintes financières que artistiques, ce qui revient un peu au même, finalement. Mais c'est un peu logique, un film de science-fiction, ça pourrait coûter une fortune. Comment vous expliquez le changement aujourd'hui? Vous avez quand même remarqué que dans le monde dans lequel on vit, le profit est la seule chose qui compte aujourd'hui. Donc le marketing a pris le pouvoir sur l'artistique, il y avait un putsch, personne n'en a parlé, mais c'est dans tous les domaines. Jean-Paul Gaultier me disait qu'il y a des gens sortis d'école de commerce qui lui expliquent comment faire des costumes aujourd'hui. Donc dans le cinéma, non, on prend très très cher. Il faut faire des comédies quotidiennes, réalistes, contemporaines, et qui coûtent rien. Voilà, c'est ça. Toutes les chaînes demandent ça, tout le monde demande ça. Alors, si vous voulez, on peut écourter la rencontre un peu générale, et s'il y en a qui veulent des points plus précis dans la salle, vous pouvez tourner un petit peu avec Jean-Pierre et Marc, un peu plus individuellement, hein, d'accord ?